On allait à l'école en sabot. Vous imaginez ça? C'est inimaginable. Et puis alors là, tout d'un coup, on entend les sirènes. C'est terrible, la guerre. C'était pas réputé, disons. Parce que pour comprendre le monde qui nous entoure, il faut comprendre le monde duquel on vient. Vous entendrez ici des portraits qui retracent la vie de nos aînés. Je suis Capucine Jacob et vous écoutez Entre-temps, un trait d'union entre hier et aujourd'hui, un espace de parole où le passé est raconté par ceux qui l'ont vécu, et vous allez voir, c'est passionnant. Et je courais dans Paris comme un lapin. Saint-Antoine de Padoue, rendez-moi ce qui n'est pas à vous. Avec ma femme, ça a été un régal. Ouais, ma petite fille, toute la vie. Parce que je trouve que le mariage, c'est de la merde. Le portrait que je vous propose aujourd'hui est celui de Suzanne. Et je dois bien l'avouer, j'ai complètement été happée par son récit de vie, récit qu'elle ponctue de quelques rires, comme pour en atténuer l'horreur. Dans cet épisode, Suzanne va nous raconter son enfance en Algérie, dans une caserne à Alger où elle vit avec sa famille et un papa gendarme. Elle nous parlera également des conflits présents dans le pays, des affrontements, des bombes, mais aussi de Radio Londres. Mais la vie de Suzanne prend un tout autre tournant quand sa maman apprend que Brest a été bombardée. Car c'est là que vit sa famille maternelle. Alors que doit-on faire? Doit-on rester? Doit-on rentrer? Je vous laisse découvrir ce témoignage de vie à la fois riche et bouleversant. Bonne écoute. Suzanne, le lieu où je suis née, c'est Alger. Et ma date de naissance, c'est le 31/3/38. Je suis bretonne. Je suis née en Algérie parce que j'avais un père militaire. Au départ, nous sommes une famille de marins. À l'époque, en Bretagne, il n'y avait pas le choix. C'était ou la terre ou la mer. Et ma mère en a eu assez, je suppose. Elle lui a fait quitter la marine pour aller dans la gendarmerie. J'avais un père bourlingueur. Elle a cru qu'elle allait comme ça, mais après, c'était elle qui était obligée de bouger aussi. Et c'est comme ça qu'on a atterri en Algérie. C'était une colonie française. Et on envoyait des Français occuper le pays, quoi, c'est qu'à de le dire. Et lui, comme il était dans la gendarmerie, il a été nommé là-bas. Et il a été nommé à Alger. Alors on avait une grande caserne. Oh là, la vie de caserne, quel rêve. Oh, quelle horreur. La caserne en elle-même, elle était très grande. C'était en haut d'Alger, c'était à côté du fort. Et quand vous enfermez une cinquantaine de femmes ensemble dans une caserne, je peux vous dire que c'est pas triste. Hein. Si le mari était, mettons, capitaine, général ou je ne sais quoi, il y avait la même hiérarchie chez les femmes. Et elles se bouffaient entre elles. Moi, des fois, je me cachais pour aller les écouter. Qu'est-ce que je me marrais. J'étais petite pourtant. J'avais 6-7 ans. On s'ennuyait pas. Hein. Ma maman, c'était une maman comme on avait à l'époque. Elle travaillait pas puisqu'elle avait 3 enfants. Femme de gendarme. Elle pouvait pas s'y faire. Elle était enfermée dans la caserne comme tout le monde. Et elle a, elle sortait pas de chez elle. Alors elle passait pour une fière, pour je ne sais quoi, enfin bref. Mais elle pouvait plus supporter ça. J'observais beaucoup déjà. J'étais toujours intéressée par tout ce qui était autour de moi. C'était la guerre. Donc on ne peut pas oublier. Nous, à Alger, à l'époque, on n'avait pas les Allemands sur le terrain, mais on était bombardés toutes les nuits. Au large d'Alger, passaient les convois de ravitaillement, toute sensation, et donc les Allemands bombardaient, les Américains aussi, naturellement. Et donc toutes les nuits, moi j'ai passé toutes mes nuits dans la cave. Sauf mes parents, eux, restaient dans leur chambre. Au 5e, ils étaient gonflés quand même. Et on n'a eu qu'une fois une bombe qui est tombée sur la caserne. On a eu de la chance, c'était une bombe qui avait été trafiquée par il y avait des Français qui travaillaient en Allemagne. Quand ils pouvaient, ils faisaient
Ils enlevaient l'armement, hein, ils mettaient des papiers. Et ce jour-là, cette bombe-là, elle est tombée en plein dans la cuisine là, des gendarmes. Là. Et c'était une bombe comme ça. Donc elle n'a pas explosé. Enfin voilà, c'est la seule fois où une bombe est tombée. Par contre, elle est tombée sur la prison à côté. Alors là, il y a eu un vrai carnage. Ah, je les entendais hurler. Je disais à mon père, c'est quoi ça? C'est rien, qu'il me disait. Ça, j'en ai vu des morts. Plus qu'une petite fille n'aurait dû jamais en voir. Si vous voulez, à l'époque, Alger, c'était pas la ville que tout le monde connaît maintenant. Et il y avait une haine viscérale entre les Noirs, les Sénégalais et autres, et les Arabes. Ils ont profité de l'aubaine de la guerre, sans doute. Tous les Sénégalais sont sortis de leur caserne. Il y a eu un carnage dans la Casbah d'Alger. Ils se sont entretués. Puis, naturellement, il fallait que je voie. Mes parents me croyaient enfermée dans la caserne, mais ils ignoraient qu'il y avait des passages secrets. Il y avait une porte qui était pas verrouillée. Alors, je suis allée voir, moi. Mais à cet âge-là, on est inconscient. On ne mesure pas, moi, le danger. Et là, j'ai bien failli perdre la vie, d'ailleurs. J'ai dû la vie à un Sénégalais. Il devait passer par là, je suppose. Ils étaient en train de se battre. Il m'a attrapé par, je sais pas par où. Il m'a projeté par-dessus le mur. Et manque de vol, j'ai atterri au pied de mon père. Il m'a foutu une tatouille. Toute la ville d'Alger était en sang. La Casbah surtout. Ils s'entretuaient. Toute la Casbah, c'était que du sang partout, sur les murs, partout. Oh, tous ces jeunes, oh, voilà. Des enfants aussi. Tout y a passé. Bon, puis après, il a fallu nettoyer. Alors, et même mon père, pour ça, il était formidable, il était volontaire pour tout. Alors le voilà parti à ramasser les cadavres, à en faire des tas, puis à les brûler. À cause des épidémies, il y avait le typhus, choléra, peste et compagnie. Avec la chaleur, fallait les brûler. Mais pour le désastre des êtres humains, le pire, c'est les combats navals. Oh, quand ils tirent sur la ville, ils tiraient les canons des bateaux. Ils sont précis, hein, Le soir, on s'enfermait et on écoutait Radio Londres. Et mes parents, quand ils entendaient en France qu'il n'y avait rien à manger, que ils se disaient oui, on va pas se plaindre aussi. Parce que l'Algérie, on était plus ravitaillés par la France, par rien. Moi, j'ai été élevée aux bananes. Il n'y avait pas de lait pour les enfants, il n'y avait rien. On n'avait pas de famille là-bas, hein. On n'avait rien. Il n'y avait pas de terre, il n'y avait rien. Ceux qui ont souffert de la faim, c'est les jeunes comme mon frère et ma sœur qui avaient 14 ans et je sais plus quel âge. Non, les seuls Allemands qu'il y avait en Algérie, c'est Rommel, il était dans le désert, lui. Ils étaient dans le désert, mais pas sur les côtes. Quand les Américains ont débarqué, ils ont débarqué sur les côtes, c'est normal. Il y avait une chanson, il court dans le désert, Rommel. Tout le monde chantait ça. Il court. Bon, ben, les Ricains sont rentrés dans tout le continent, c'est-à-dire Maroc, machin. Donc les Ricains nous défendaient. Alors pareil, les enfants, quand on écoute les commentaires à la radio, sur le Radio Londres, sur la guerre, tout ça, on mesure pas, on ne sait pas. Et puis, ils ont débarqué une nuit, avec leur branchage. Ça alors, ils étaient en uniforme américain, là, vous savez. Ils avaient des branches partout. Et puis, je sais pas, ils s'étaient peints en noir. Il y avait tout un décorum. Et ils ont donc débarqué en Afrique du Nord, tous les Ricains. Ils parlaient pas un mot de français, presque. Enfin, nous, les gosses, on était à l'école, je me rappelle, quand on a vu les premiers. On a cru que c'était les Allemands. On a été pris de panique. Tous les gosses pleuraient, tout le monde, même moi. On s'est dit, ça y est, au coup-là, on va mourir. C'était la panique la plus totale. On comprenait pas ce qu'ils voulaient nous dire. On était là, et ils étaient pleins de bonnes intentions, et nous, on était terrorisés. Alors, ils nous tendaient du chewing-gum, on savait même pas ce que c'était. On était sûrs qu'on allait mourir. Enfin, on nous a rassurés, les parents sont venus, Bon, ils ont débarqué, voilà. Ils ont campé autour d'Alger, dans des camps militaires, avec les tentes, avec tout
Ils se sont fait piller tout ce qui se vend. Des uniformes, des tentes, des tables, des... Dieu sait quoi. En une nuit, ils ont été ratiboisés, alors. En une nuit, ils n'avaient plus rien. Alors là, ça a chauffé. Parce que les Ricains, ils étaient pas tendres. Hein. Et bien, ils ont tout récupéré. Et quand les uniformes étaient sur les Arabes, ils les foutaient à poil. Ils récupéraient tout. Alors, après ça a été une vie, disons, un peu plus normale, sans tuerie, sans trop de bombardements, voilà. Et puis, un jour, je suppose, mes parents écoutant toujours Radio Londres, ont appris que Brest avait été rasé. Ma mère qui pleurait, je me disais, qu'est-ce qu'elle a? Moi, je savais pas ce que c'était, tout ça. Et elle disait, ça y est, mes parents sont morts, enfin... je savais même pas que j'avais des grands-parents, enfin des parents, qu'elle avait des parents. Et là qui décide de rentrer en France. Alors elle décide de ça. Mon père lui dit, c'est pas possible. Donc, elle est allée voir le général, carrément. Il a accepté. Alors, il lui donne un ordre de mission. Alors, elle revient à la maison, puis elle dit à mon père, voilà. Et il dit, t'emmènes les enfants? Ben oui. Elle dit, il n'est pas question que je les laisse là. Bon, ben alors nous, on apprend que bien, on sait pas quand, bientôt, on va rentrer en France. Moi, la France, ça représentait rien pour moi. À un moment donné, ils ont bien été obligés de donner une date. Mais juin, je ne sais plus vraiment. Et ma mère en pleine forme, prête à l'attaque. Alors, on nous emmène chez le coiffeur, on nous rase la tête, enfin, on nous coupe les cheveux, on nous habille un peu, parce qu'il y avait rien. Pour être plus présentable. Et puis un jour, on nous réveille, hop, 4 heures du matin, 5 heures du matin sur le terrain de militaire, chacun sa petite valise, et nous voilà partis. Alors on arrive, c'était même plus un aérodrome, pardon. C'était un terrain, quoi. Alors, c'était que des bombardiers. J'avais 8 ans, oui. Je me disais, mais c'est quoi tout ça? J'en ai marre. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Merde, alors. Et puis voilà, on nous dit, voilà, vous allez voyager en bombardier, vous allez être dans la soute à bombe à la place des bombes. Ma mère, elle dit quoi? Alors, elle dit oui, c'est ça ou rien. Donc, on était dans la soute à bombe, si vous voulez, assis sur une planche et les pieds sur une planche. Et après, en dessous, c'est la trappe. C'est le truc, il se trompe de bouton, vous filez à la mer. Alors, il dit, on va vous mettre des parachutes, parce que la paix n'est pas signée, la guerre n'est pas tout à fait finie. Si jamais nous sommes attaqués en route, je vais voler le plus près de la mer, on sautera. Alors, ma mère, elle dit, et la petite, elle a pas de non, il n'y a pas de parachute pour les enfants. Alors, ma mère, elle dit, alors, c'est pas la peine. Alors, le pilote, il lui dit, écoutez, on essaiera quelque chose. Bon, très bien. J'arrive. Alors, on monte. Alors, il faut ramper parce que c'est des trous d'hommes, hein, c'est pas... Alors, mon frère et ma sœur, ils s'étaient mis dans la tourelle, là où il y a la mitraillette. Et bon, ils étaient un peu mieux quand même. Mais alors moi, avec ma mère, alors le pilote, il revient, il nous donne des casques américains. Alors il lui dit, oui, si, madame, mettez votre parachute. Vous occupez pas de votre fille, je vais m'en occuper. Alors il lui dit, voilà, il dit, quand je crierai sauter, la trappe sera ouverte et vous sautez tous à la mer. Oui. Et alors il dit à ma mère, moi à ce moment-là, comme c'est moi qui quitte le navire, c'est qu'à de le dire, le dernier, j'attraperai votre fille contre moi, j'aurai mon parachute et tout ça, et on sauterait, Inch'Allah. Bon, Inch'Allah, c'est de moi qu'on cause. Vous savez, les bombardiers à l'époque, c'était à hélice. Ça décolle, mais faut le temps. Hein. C'était vraiment folklorique. Bon, puis on part. Puis je dis à ma mère, qu'est-ce que c'est qu'il y a en dessous? Je voyais la trappe, elle était jointe, mais pas... c'était les nuages. Alors on est parti. Bon, on a eu la chance, on n'a pas été attaqué. Lui, c'est vrai, il rasait l'eau. On est atterri à Lyon. Et ce jour-là, à Lyon, il pleuvait. C'était désolant, c'était un terrain militaire. Et je dis à ma mère, c'est quoi ça? C'est ça la France?
Elle me dit, ben oui, elle était toute contente. Elle arrivait à retourner chez elle. Bon, très bien. Alors après, on nous a mis dans un train militaire, un train en bois. On a retraversé jusqu'à Paris. À Paris, il a fallu aller à la gare Montparnasse. À l'époque, c'était folklore, la gare Montparnasse. Parce qu'il n'y avait pas de maison, rien. C'était des champs. C'était une butte. Il y avait un escalier comme ça. Et alors là, alors à la gare, c'était encore les femmes, vous savez, en sarrau noir, sabot de paille, la coiffe. Ça, c'est la coiffe sur la tête. On se demandait où on tombait, là. Et alors, il y avait les poules, les cochons, tout un arsenal qui venait vendre sur Paris, à la gare et après dans Paris. Alors, on monte dans un train. Oh là là, c'était pire qu'une basse-cour. On s'installe, bon, on était un peu étonnés, forcément, hein. Mais ils étaient gentils, oui. Et c'est là que j'ai découvert la nourriture. Parce que eux, ils avaient plein de paniers, ils avaient à manger de tout, quoi. Mais ils étaient partageurs. Alors nous, on était là, en train de les regarder, en se demandant... On n'avait rien, mais on se demandait, c'est ça la famine? Ma mère était colère. Et ils nous ont proposé à manger. Alors j'ai découvert le pain, le saucisson, la nourriture. Je trouvais bon. Mon frère, lui, c'était un gouffre, tellement il avait faim. Et nous voilà partis. Tout le voyage a été folklorique. C'était joyeux, et on arrive à Brest. La gare, elle était normale. Ma mère a dit, qu'est-ce qu'ils nous ont raconté? Il y avait plus que la gare debout. Tout le reste, c'était un no man's land. Brest était rasé. C'est rasé, il y avait quelques pans de murs de maisons ou de je ne sais quoi qui restaient, mais très peu. D'ailleurs, ils n'ont même pas cherché à reconstruire. On l'a étalé, tassé, cimenté, je sais pas quoi. Le vrai, c'est en dessous de nous. Et comment vous voulez reconstruire ou déblayer une ville entière, c'est pas possible. Ça fait drôle, vous savez. Ma mère, qui était née là, ne reconnaissait plus rien. Si vous voulez savoir ce qui arrive à Suzanne et à sa famille une fois arrivée à la gare de Brest, rendez-vous la semaine prochaine. Merci à Martin Poujon pour l'habillage sonore et le mixage de ce récit de vie. Si vous êtes ou connaissez quelqu'un qui a une histoire de vie passionnante, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon site internet entretempspodcast.com. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à commenter sur les réseaux sociaux et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça aide beaucoup le podcast. À très vite.